Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes Perspectives économiques. Merci de nous recevoir chez vous. Perspectives économiques, nous allons aborder une question d'actualité brûlante. Il s'agit de la dépréciation monétaire du franc congolais. Et pour aborder cette question, nous avons sur ce plateau un homme certainement bien connu parce qu'il est présent dans les médias. C'est un expert, Dr Noël Tchani Mwadjanvita. Il a l'avantage d'avoir été candidat président de la République au cours du scrutin de 2018. C'est un expert, il a travaillé dans les organisations internationales. Avec lui, nous allons essayer de scruter, nous allons essayer d'analyser le phénomène qui expliquerait la défaite, si vous voulez, la dégringolade du franc congolais sur le marché. Bonsoir, docteur. Bonsoir, merci de me recevoir à la RTNC. Justement, nous sommes nous aussi heureux de vous recevoir parce que vous avez l'attitude, vous êtes porteur de connaissances qui pourraient aider nos téléspectateurs à mieux comprendre ce qui est en train de se passer sur le marché congolais. Nous vivons certes la période de crise sanitaire et une crise économique du fait du coronavirus, mais depuis pratiquement 2 mois, on assiste à un phénomène tout à fait particulier, la décote du franc congolais. Pourtant, sur le marché, il n'y a pas de demande qui s'expliquerait, on ne voyage pas, on n'importe pas, et puis du coup, c'est le franc congolais qui est en train de perdre la vitesse. À votre niveau, comment lire, comment expliquer tout ça? Que dire à nos téléspectateurs? Que dire aux citoyens congolais qui vous écoutent? Oui, effectivement, depuis le début de la pandémie de coronavirus, au début du mois de mars 2020, nous assistons à une dépréciation accélérée de la monnaie nationale du franc congolais. Mais il ne faut pas que les téléspectateurs pensent que ce phénomène a commencé simplement avec le coronavirus. Ce phénomène a commencé depuis plusieurs années. Je voudrais rappeler à tout le monde que ce franc congolais que nous avons, notre monnaie nationale, a été lancé officiellement le 13 juin 1998. Du 13 juin 1998 au 1er mars 2020, le franc congolais totalise 22 années d'existence. Et pendant cette période, quand on a lancé le franc, on l'avait lancé au taux de $1 égal à 1,3 francs congolais. Au début du mois de mars 2020, nous avions un taux d'échange de $1 égal à 1600 francs congolais. Sur cette période de 22 ans, notre monnaie nationale avait déjà perdu près de 150 000% de sa valeur d'origine. Ça veut dire que ce problème vient de très loin, n'a pas commencé qu'avec Covid-19. Mais depuis Covid-19, il y a eu accélération de ce phénomène. Pourquoi? Parce que depuis mars jusqu'à aujourd'hui, on est passé de 1600 à 2030 francs congolais. À peu près, la monnaie a perdu près de 25% de sa valeur sur cette période-là. C'est beaucoup pour une monnaie nationale. Alors, qu'est-ce qui explique cette accélération maintenant de la perte de la valeur? Vous savez, quand on a une monnaie, cette monnaie est liée au fonctionnement de l'économie. Notre économie importe et exporte aussi. On exporte de biens des matières premières qu'on exporte vers les marchés tels que la Chine, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique. Depuis la pandémie, il y a eu réduction de la demande globale dans ces marchés-là. Il y a des entreprises qui ont fermé, qui n'importent plus les matières premières qu'on avait au début. Donc, il y a eu baisse des exportations de 40% depuis le début de la pandémie. Mais entre-temps, nous importons aussi de ces économies. Nous importons les biens de consommation et les biens d'équipement. Il y a eu aussi baisse des importations de 30%. Réduction des exportations de 40%, donc plus important que les réductions des importations. Donc nous avons une balance commerciale qui est déficitaire. Balance commerciale déficitaire, ça veut dire que nous ne gagnons pas de devises étrangères. Bien au contraire, nous devons trouver des devises étrangères pour payer nos factures à l'extérieur. Maintenant, sur le compte du fonctionnement normal de notre État, de notre pays, nous avons des dépenses qui sont encourues par le gouvernement chaque mois. Ces dépenses, c'est pour payer les salaires des fonctionnaires, mais également pour financer ce qu'on appelle le train de vie des institutions. La facture totale par mois s'élève à 480 milliards de francs congolais par mois. Mais entre-temps, pour payer ces factures-là, notre gouvernement doit vivre avec ce qu'on appelle les recettes publiques. Ces recettes publiques qui viennent de la fiscalité, des impôts, des dividendes sur les entreprises du portefeuille, de toutes sortes donc d'origine.
Alors, ces recettes publiques totalisent 380 milliards de francs congolais. Donc, il y a un déficit encore sur les dépenses publiques, à peu près 10 milliards, à peu près 100 milliards, je veux dire, par mois. La combinaison de ce déficit sur les opérations courantes de l'État et le déficit sur la balance commerciale, donc les exportations qui ont baissé plus que les importations, ces deux déficits ont fait que le déficit global de notre pays a explosé, a augmenté considérablement. Maintenant, il faut le financer, ce déficit. On le finance comment? En utilisant les réserves d'échange de la Banque centrale. Et nos réserves ont baissé de 1,2 milliard de dollars à 850 millions de dollars actuellement. Donc, on a utilisé une portion des réserves pour financer ce déficit. Il y a toujours un déficit qui reste, que nous avons financé comment? En puisant dans ce qu'on appelle les aides budgétaires, qui viennent des institutions bilatérales et multilatérales, telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire, la Banque africaine de développement. Mais on ne peut pas soutenir le fonctionnement normal d'un État en payant les salaires, en utilisant les aides budgétaires. Donc ce n'est pas soutenable. Il reste toujours un déficit encore qu'il faut financer. Ce déficit maintenant a été financé en tournant la planche à billets de la Banque centrale. En tournant la planche à billets de la Banque centrale, ça veut dire qu'on a créé plus de monnaie de francs congolais que l'économie ne peut soutenir, que l'économie ne peut justifier avoir des devises étrangères pour soutenir cette monnaie nationale. D'où la dépréciation monétaire, parce qu'il y a trop de francs congolais par rapport à très peu de devises qui existent dans notre pays. Il faut que quelqu'un donne beaucoup de francs congolais pour avoir très peu de devises. Donc il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande de devises. C'est ça qui a occasionné la dépréciation monétaire. Mais en temps normal, comment on devrait faire? En temps normal, il faut justement regarder chacune des catégories que j'ai mentionnées pour pouvoir agir dessus. Les exportations. Il faut qu'on exporte davantage, qu'on exporte plus, soit en exportant d'ailleurs les matières premières, qu'on ajoute de nouvelles matières premières, parce qu'on a d'autres matières premières qui ne sont même pas encore exploitées. Il faut qu'on puisse extraire ces matières premières, les exporter davantage. Soit aussi en ajoutant de la valeur, c'est-à-dire en prenant les matières premières brutes que nous exportions à l'état brut et en les transformant en produits finis, produits semi-finis. Comme ça, nous allons avoir ces produits finis et semi-finis qu'on va vendre à l'extérieur et gagner plus d'argent que ce que nous gagnons avec les matières premières brutes. Ça, c'est le premier élément qui pourra agir sur la balance commerciale. Deuxième élément, nous devons diminuer les importations que nous avons. Nous importons quoi? Les biens de consommation, donc notre nourriture, mais également les biens d'équipement. Les biens d'équipement, ça prendra du temps pour qu'on ait cette capacité de production des biens donc d'équipement. Mais les biens de consommation, nous pouvons agir dans l'immédiat, en investissant dans l'agriculture, dans l'élevage et la pêche. Mécanisant ces activités-là, nous pouvons produire tout ce que nous avons, tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir consommer. En le faisant, nous allons diminuer la facture que nous payons à l'extérieur pour importer et nous allons pouvoir dégager même des devises étrangères en prenant les biens produits localement de consommation que nous pouvons même vendre à l'extérieur. Ça, c'est une stratégie. Mais de l'autre côté, maintenant, il faut qu'on regarde le compte du fonctionnement normal des États. Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons des salaires, des frais de fonctionnement des institutions qui sont trop élevés. 480 000 milliards de dollars, milliards de francs congolais par mois. Ce que nous devons faire, c'est chercher des voies et moyens pour réduire cette enveloppe-là. L'enveloppe, on peut la réduire comment? Je sais que la majorité de nos compatriotes ne gagnent pas suffisamment. On ne peut pas penser à pouvoir diminuer leur salaire. Bien au contraire, il faut penser à augmenter les salaires de tout le monde. Mais il y a quelques hauts fonctionnaires de l'État qui gagnent trop d'argent. Il faut qu'on envisage à diminuer leur salaire dans les proportions donc du raisonnable. Et de l'autre côté aussi, il faut qu'on regarde maintenant le train de vie des institutions. Il y a des institutions publiques qui ne sont pas tellement utiles. Si on les fermait aujourd'hui, ce Congo peut continuer à fonctionner comme si rien n'était. Je voudrais donner quelques exemples. Le Sénat congolais, il nous sert à quoi? Nous avons l'Assemblée nationale qui peut concevoir donc des lois, discuter ces lois, les approuver et les envoyer directement au président de la République pour promulgation, comme le Sénégal donc l'a fait. Nous pouvons supprimer le Sénat et le Congo ne va pas avoir mal à la tête. 2, les assemblées provinciales. Ça nous sert à quoi? À destituer les gouverneurs des provinces. Je pense que nous pouvons supprimer les assemblées provinciales pour réduire le train de vie des institutions. Mais il y a aussi une institution très sensible, la taille du gouvernement congolais. Nous avons un gouvernement de 67 ministres. Est-ce que ça nous sert vraiment à quelque chose d'avoir 67 ministres? Les États-Unis d'Amérique, qui sont plus grands que la RDC, fonctionnent avec 20 ministres ou moins que ça. Nous pouvons réduire la taille du gouvernement, réduire les dépenses, faire toutes ces épargnes-là et arriver à réduire le déficit global de l'État. Et en ce moment-là, on n'aura pas besoin de faire pression sur la Banque centrale pour qu'elle puisse allumer la machine, la planche à billets.
Docteur Tchani, lorsque vous parlez supprimer, vous parlez comme politique ou vous parlez comme intellectuel? Parce que c'est par quel mécanisme on peut supprimer une institution dont on connaît qu'il y a déjà une certaine majorité? Ce n'est pas une manière d'enflammer la vie politique. Vous savez, je parle comme un technocrate qui veut régler un problème et qui n'a aucune pitié pour des institutions qui font perdre du temps à notre pays. Je me dis, quand vous avez une entreprise qui ne marche pas, vous devez trouver des voies et moyens pour qu'elle puisse marcher. Et mon entreprise ici, c'est la République démocratique du Congo. Ça ne marche pas. Trop de dépenses qu'on ne peut pas justifier. Donc, je dois faire un diagnostic et déterminer quelles sont les dépenses que nous pouvons continuer à soutenir et des dépenses qu'on doit pouvoir écarter. C'est ça qui est en train de me motiver en faisant ce diagnostic de toutes les institutions de la République pour déterminer quelles sont les institutions donc à garder et les institutions à ne pas garder. Et ça va toucher toutes les institutions, c'est-à-dire la présidence de la République, la primature, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, toutes les structures. Nous devons examiner, faire ce diagnostic-là et déterminer qu'est-ce qui est faisable sans pouvoir créer des troubles sociaux, bien sûr, mais qui permettraient à notre pays de continuer à fonctionner comme un pays viable, c'est-à-dire qui tienne debout dans le long terme, mais qui ne va pas dépendre du paiement des salaires qui viendraient donc de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, parce que ça, ce n'est pas durable. Et dans votre analyse, vous ne faites pas allusion au contexte de la naissance ou de la renaissance de ces institutions. Ce sont les institutions nées dans une situation post-conflit à l'issue du dialogue de Sun City. Et c'est ça qui a mené la restauration des institutions comme le Sénat et les institutions d'appui à la démocratie et bien d'autres. Je garde cela à l'esprit. Et je sais que nous venons d'un système où il y a eu donc des rébellions, des gens qui se sont partagés le gâteau République démocratique du Congo et chacun tenait donc à sa portion. Mais nous devons évoluer. Ça fait plusieurs années maintenant que nous sommes sortis donc du dialogue de Sun City et que nous réalisons que la République démocratique du Congo ne fonctionne pas comme on aurait souhaité. Vous savez quoi? C'est bien d'avoir des institutions, mais quand vous avez 85% de la population active au chômage, c'est-à-dire que tout le monde dehors là est au chômage. Il faut aller dans certains coins de la République, même pas dans des provinces. Mais ici à Kinshasa, à Bibois, à Kimweza, ainsi de suite, vous allez trouver que nos compatriotes vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Comment arriver à changer la donne pour donner à tout un chacun de nous de vivre mieux et de prendre avantage donc des ressources naturelles congolaises dont on a toujours donc parlé. Pour cela, nous devons nous faire violence. S'il y a des mesures à prendre qui sont difficiles et qui sont contraires à celles qui étaient décidées dans le cadre du dialogue donc de Sun City ou de tous les autres dialogues que nous avons connus dans le passé, il faut le faire. Parce que notre objectif doit être de remettre le Congo sur les rails pour que le pays puisse se développer correctement et que tout le peuple congolais puisse prendre avantage de cela, de ce développement et vivre mieux. Et vous avez exploré la perspective d'investir dans l'agriculture. Or, de manière régulière, le budget consacré au ministère de l'Agriculture, à mon niveau, ne dépasse pas 10% de notre budget national. Effectivement, nous avons toujours dit que l'agriculture était la priorité des priorités. Mais quand on regarde donc les ressources allouées au développement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, on pense que nous disons une chose et nous faisons le contraire. Moi, je veux qu'on soit sérieux. Si nous voulons mécaniser l'agriculture, il faut y mettre des moyens. Si nous devons emprunter pour développer ce secteur-là parce qu'il est ce qu'on appelle en anglais self-liquidating. Ça va produire la production qu'on peut vendre, récolter donc des recettes utilisées pour rembourser donc les prêts. Donc l'État doit pouvoir mettre ces moyens-là. Et en fermant certaines des institutions dont je parle, je voudrais vous dire un exemple. Si on fermait simplement le Sénat congolais, les milliards qu'on va dégager donc de la fermeture du Sénat congolais et de l'Assemblée provinciale et des assemblées provinciales et de la réduction donc de la taille du gouvernement, ça suffit pour investir dans l'agriculture et faire la différence donc dans la vie des Congolais. Et je voudrais rappeler à tout le monde que l'agriculture touche aux milieux ruraux. Dans les milieux ruraux, nous avons 80% de la population active qui y vit, qui est au chômage. C'est ces gens-là qu'on doit chercher donc à aider. Donc, faisons-nous violence. Supprimons les institutions qui ne tiennent pas debout, qui ne se justifient pas. Utilisons ces épargnes-là pour les investir là où nous pouvons avoir un meilleur rendement pour notre population. Et lorsque vous dites supprimons, vous le dites dans l'immédiat
ou dans le futur proche? On peut amorcer le processus maintenant et arriver, quel que soit le temps que ça prendra, et le faire donc le plus rapidement possible. Mais il va falloir que chacun comprenne le sens. C'est pour ça que je pense qu'au niveau des autorités publiques, j'aurais souhaité que la primature donc joue ce rôle-là de mobiliser la population pour les réformes structurelles et institutionnelles qui sont importantes, qui sont difficiles, mais qu'on explique à la population. Si on met ce mécanisme donc en marche, ça peut prendre dans les 12 mois qui viennent, on peut avoir terminé le diagnostic, pris des décisions qu'il faut et commencer donc à restructurer les institutions de la République pour que le pays commence à marcher mieux. Ce qui supposait qu'il faut passer de nouveau par un référendum ou on peut prendre une décision d'autorité. Bon, ça, je ne pourrais pas m'aventurer donc là-dessus. Les juristes sont bien placés pour déterminer les mécanismes juridiques qu'on doit mettre en place pour arriver à faire cette réflexion-là. Mais moi, je pense que si nous avons un véritable gouvernement, le Premier ministre peut amorcer beaucoup de ces réformes-là en travaillant bien sûr avec le président de la République sous sa vision pour arriver à commencer à faire donc des réformes qu'il faut pour que le pays tourne mieux. Parce que si on ne le fait pas, je vous dis que la RDC est menacée. Avec ces déficits budgétaires que nous avons qui sont chroniques, avec le franc congolais qui est en train de perdre des valeurs, même si on assiste à une appréciation depuis ce week-end-là, c'est une appréciation qui est fictive, qui ne pourra peut-être pas durer pendant trop longtemps. Il faudra que nous puissions amorcer ce processus si nous voulons développer le Congo de façon durable, de façon soutenue. Bon, revenons à la question des matières premières. Vous avez dit qu'il y a des matières que l'on n'a pas encore identifiées et qu'on pourrait, pour l'instant, c'est essentiellement le cuivre et le cobalt qui expliquent les stratégies de tout un pays. Oui, mais c'est de la faute donc de la République démocratique du Congo. Parce que vous savez que nous avons un répertoire de 1100 minéraux métaux précieux différents. 1100. Nous utilisons à peine une trentaine qui sont des matières premières qui sont connues. C'est à nous de faire en sorte que déjà ce que nous connaissons, qu'on puisse les transformer localement en produits finis, produits semi-finis. Si notre vision de développement consiste à attirer des investisseurs, tant nationaux qu'étrangers, pour investir dans ce domaine-là, faire la transformation locale, nous pouvons y arriver. Mais jusqu'à présent, on ne l'a pas fait. Il y a eu des discours, mais nous ne sommes pas encore arrivés à commencer ce processus-là. Moi, je voudrais vous donner un exemple particulier. Je suis allé parler au Japon, à l'université de Tokyo. Après avoir parlé de la stratégie de développement de la RDC basée sur l'industrialisation, j'ai donné l'exemple du coltan qu'on peut utiliser pour transformer cela en iPhone congolais, iPad congolais ou poste de téléviseur congolais. Un Japonais s'est mis debout, m'a demandé est-ce que vous avez des ressources humaines pour le faire. Je lui ai dit, nous avons des ressources humaines qui sont formées dans nos universités, qui ne sont peut-être pas d'aussi bonne qualité que vous ici dans ce domaine-là. Mais ce que nous pouvons faire dans le XXIe siècle ici, c'est faire venir des ressources humaines de votre côté. Qui voudrait dans cette salle venir travailler en RDC avec les Congolais pour produire un iPhone congolais dans l'espace donc de 2 ans. Tous les Japonais avaient soulevé donc leurs mains. C'est possible de pouvoir, si vous avez cette vision-là, si nous avons ça comme vision, on peut attirer ces gens-là pour travailler avec les Congolais et faire la transformation de certaines de nos matières premières. Je ne dis pas qu'on va tout faire, mais on doit commencer quelque part. Si on amorce le processus, ce Congo va se développer de façon accélérée. Je voudrais donner un exemple qui montre que parfois nous sommes nos propres ennemis. Tout récemment, j'ai passé à côté du boulevard Triomphal et j'ai vu qu'on construisait un bâtiment là-bas. C'était construit par les Coréens. Et on m'a dit que c'était donc un musée. C'était pendant la phase de construction. C'était il y a un an et demi. Je suis entré pour demander, mais c'est quoi ce bâtiment? On m'a dit que c'était un musée qui est en train d'être construit. C'est un don de la Corée. J'ai dit, mais très bien. Il y a combien de gens qui travaillent ici? On m'a dit 100. Dans les 100, il y a combien de Congolais, combien de Coréens? On m'a dit qu'il y avait 4 Coréens. J'ai dit, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Il y a combien de Coréens et combien de Congolais? Et il m'a répondu encore, il y a 4 Coréens. J'ai dit, mais alors il y a combien de Congolais? Il me regarde et puis il dit qu'il y a 12 Congolais. J'ai dit, ah bon, 12 Congolais? Vous avez 100 au total, 4 Coréens et 12 Congolais. Et la différence vient d'où? On m'a dit qu'il venait de l'Angola, d'autres pays africains et d'autres pays donc asiatiques et consorts. Et les 12 Congolais faisaient quoi? Les 12 Congolais font la manutention, transporter du sable, mélangé avec de l'eau, et ça se limite là-bas. Et nous avons dans ce pays-là l'IBTP, et nous avons l'ISTA, et nous avons des ingénieurs formés à l'UNIKIN qui n'étaient pas utilisés pour les former. Si nous n'avons pas de vision de développement et que nous répétons ces mêmes erreurs-là, à la fin de la journée, nous n'allons pas avancer. Je donne un deuxième exemple.
De chez moi, je m'en vais jusqu'à l'aéroport d'Indili et je regarde les lampadaires, donc les lumières là sur les routes. 80% des lumières partant de chez moi à Sosimat jusqu'à l'aéroport d'Indili, 80% ne s'allument pas. Et vous savez quel est le problème? C'est les ampoules qui manquent. Parce que les Chinois qui ont construit ces choses-là n'ont pas montré aux Congolais comment il faut remplacer l'ampoule. Quel est ce genre de pays-là? On va se développer comment? Donc nous devons avoir une vision de développement, exécuter cette vision à la perfection. Chacun de nous doit jouer un rôle. Si nous le faisons, nous allons avancer. Mais si nous continuons tel que nous le faisons aujourd'hui, nous tournons donc en cercle. Pour l'instant, Dr Tchani, le grand malade, c'est le franc congolais. Dans les médias, vous avez constaté qu'il y a des déficits à tous les niveaux. On n'exporte pas, on ne porte pas non plus. Mais entre-temps, vous avez dénoncé le train de vie des institutions. Mais comment venir à la rescousse du franc congolais? Le franc congolais doit être, la réforme du franc congolais doit être située dans une stratégie globale d'ensemble qui vise, d'une part, à réformer la Banque centrale pour qu'elle devienne une institution, une autorité monétaire crédible, indépendante, qui fonctionne normalement, qui est capitalisée comme il le faut. Nous devons donner à la banque les organes de gestion qui soient crédibles, notamment la haute direction, la composition du conseil d'administration. Je vous informe que le conseil d'administration de la banque est hors mandat depuis pratiquement 2003. Quelle est cette autorité monétaire crédible qui n'a pas de conseil d'administration depuis plusieurs années? Ou quand il a des conseils d'administration, la dernière fois que ce conseil-là s'est réuni, c'est depuis le mois de décembre. Donc il y a un problème de ce côté-là. Il faut qu'on récapitalise la banque, qu'on restructure la haute direction de la banque, les organes de gestion de l'institution, qu'on restructure donc la Banque centrale du Congo pour qu'elle devienne cette autorité monétaire-là qui conçoive et qui conduise la politique monétaire comme il se doit. Deux, on doit réformer l'économie parce qu'une monnaie ne peut pas être crédible si elle n'est pas assise sur une économie qui tourne, qui fonctionne. Créer de bons environnements des affaires, attirer des investissements tant des Congolais que des étrangers, investir donc dans le pays pour transformer ces matières premières-là en produits finis ou transformer les produits agricoles en industrie agroalimentaire qui tourne normalement, qui génère des devises pour soutenir donc la monnaie nationale. Trois, maintenant, on doit repenser notre système financier. Le système financier congolais ne répond pas aux besoins de développement du pays. 14 banques commerciales, toutes des banques étrangères. À quoi ils nous servent? Des petites banques de capitaux de 30 millions donc de dollars. Nous pouvons faire mieux que ça. Nous pouvons augmenter considérablement les capitaux des banques, demander qu'il y ait de nouveaux actionnaires qui entrent, tant des Congolais, tant des institutions que l'État, mais également des étrangers, remonter ce capital des banques à au moins 250 millions de dollars par banque. Si nous le faisons, on va avoir donc des structures bancaires solides, capables de financer donc l'économie de ce pays. On doit penser aussi à mettre en place ce que j'appelle une véritable banque de développement. Le FPI est trop petit pour faire la différence. La SOFIDE est tombée en faillite. Repensons une véritable banque de développement pour financer des gros projets, la construction de routes, des autoroutes, des chemins de fer, des aéroports, mais une véritable institution qui va accompagner l'État dans le développement donc du pays. Et on va mettre en place donc d'autres institutions telles que la bourse des valeurs, des institutions de leasing, et ainsi de suite. Si nous faisons ces choses-là, on aura un système financier qui est un répondant à la Banque centrale. Maintenant, on va réformer la monnaie. La monnaie congolaise que nous avons aujourd'hui favorise la dollarisation parce qu'elle est incommode et ne peut pas être utilisée de façon facile et ne préserve pas le pouvoir d'achat de la population. Les gens ont tendance à garder les dollars, à y jeter donc le franc congolais. On doit refaire l'exercice de 1998, refaire la réforme monétaire pour avoir une monnaie aussi bonne que le dollar et l'euro. Mais en ce moment-là, une fois qu'on a fait cette réforme-là, il faudra maintenant que l'économie tourne pour dégager donc des devises, pour que ça puisse donner un soubassement donc à notre monnaie, qu'on ne puisse pas retomber dans les erreurs du passé. Donc tout un programme de réforme que moi je pense, si on le met en œuvre, on pourra aboutir à avoir ce que j'appelle une monnaie nationale crédible, un franc congolais fort, un franc stable qui préserve le pouvoir d'achat de la population congolaise. Le FPI est trop petit pour soutenir le développement de la République démocratique du Congo, mais il y a des expériences qui ont échoué avec la SOFIDE, la Banque de crédit agricole. On est passé par là. Effectivement, ce n'est pas parce que ça a échoué qu'on ne doit plus tenter l'expérience. Moi, j'ai eu l'occasion, le privilège de gérer les relations avec certaines banques de développement. En Afrique de l'Ouest, ils ont ce qu'on appelle la Banque Ouest Africaine de Développement, la BOAD. C'est une banque de développement on a mis en place des mécanismes de fonctionnement de structure de façon à éviter les erreurs qui ont amené
la Sofide donc à la faillite. Je souhaiterais qu'on puisse réfléchir dans ce sens-là pour mettre en œuvre en place une véritable banque de développement dans notre pays, mais tout en tirant les leçons, bien sûr, de l'expérience malheureuse qu'on a connue avec la Sofide. Quant au FPI, il faut bien qu'on puisse absorber cette institution dans la nouvelle banque de développement dont je parle. Le FPI aujourd'hui a un portefeuille de crédit très mauvais. 95% du portefeuille de crédit donc du FPI est mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris des ressources, ils ont fait des prêts aux politiciens qui n'étaient pas des industriels. Donc l'objectif de l'institution a été de jouer en quelque sorte. Repensons ces choses-là avec maintenant un état de droit fonctionnel. Vous touchez à l'argent public, vous connaissez votre sort. Vous prenez un prêt auprès du FPI, vous ne le remboursez pas, on vous amène au tribunal, on confisque les biens que vous avez et vous avez beaucoup de probabilités de vous retrouver donc à Makala. Si on le fait comme ça avec une personne, une deuxième, une troisième, je crois que les gens vont apprendre leur leçon, ils vont commencer à se comporter différemment. Bon, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a eu des ambitions de faire des Congolais des milliardaires, des millionnaires. Peut-il y arriver? Est-il possible d'imaginer qu'un Congolais devienne milliardaire sur cette terre des hommes? Oui. Moi, je crois que je suis d'accord avec le chef de l'État sur ce point-là. Si nous mettons en place un pays qui fonctionne, des institutions qui fonctionnent, mais qui créent des opportunités pour que ceux qui veulent s'enrichir le fassent de façon transparente sans avoir à voler les fonds publics. Il est possible de faire des milliardaires congolais, mais des milliardaires honnêtes, intègres, qui sont des nationalistes, qui vont utiliser leur argent à investir au Congo, mais pas ceux qui volent l'argent congolais pour aller mettre dans les îles Vierges britanniques. Donc je suis d'accord avec le chef de l'État donc là-dessus. C'est une question de vision et c'est une question de mettre maintenant en place cet environnement-là, où l'État d'ailleurs appuie le développement de ces milliardaires futurs-là. On leur donne le soutien qu'il faut pour qu'ils puissent donc percer là où ils ne peuvent pas donc percer d'eux-mêmes. Le point de départ déjà pour faire des milliardaires congolais, je voudrais dire au chef de l'État, commençons par le secteur bancaire. Nous ne pouvons pas réussir la transformation que nous voulons pour notre pays et réaliser votre vision si nous n'avons pas un secteur bancaire où il y a des Congolais. Et quand je dis des Congolais, je ne dis pas simplement des individus, des institutions congolaises, même l'État congolais. Nous devons refaire ce système bancaire-là, le système financier, pour qu'il puisse accompagner les activités économiques, industrielles, commerciales de ces Congolais qui veulent donc devenir donc des milliardaires. Donc commençons par là et je pense que le ciel sera donc la limite pour tous ceux qui veulent s'aventurer donc dans le secteur privé. Et jusque-là, les rares banques qui existent donnent aux Congolais des miettes au point que certains Congolais pensent que c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Lorsqu'on vous donne un crédit, c'est pour vous maintenir dans la pauvreté, c'est pour vous pousser à fuir Kinshasa et aller se cacher dans la brousse. Mon cher, je vais vous dire ceci. Vous savez, quand on a une banque étrangère, moi j'ai eu l'avantage de travailler dans les banques étrangères. J'ai travaillé à la Republic National Bank of New York, à la Citibank et à la JP Morgan Chase à New York. Et je couvrais des relations avec l'Amérique latine, les Caraïbes, les pays d'Afrique. Et je sais la mentalité des banques étrangères. Court terme, ils veulent gagner très vite, très tôt, et pas prendre trop de risques. Et ces banques-là sont très sensibles aux fluctuations politiques. Quand il y a juste un problème politique, elles sont les premières donc à plier bagages et à partir. Nous voudrions avoir des institutions qui ont des assises donc dans notre pays, qui sont liées aux Congolais et dont le destin est lié au destin des Congolais. Je voudrais pour cela que nous puissions penser sérieusement à transformer le secteur bancaire. Ce que nous avons aujourd'hui là, ça nous appauvrit. Je vous donne un exemple. Si vous avez, je vais donner l'exemple d'un pays qui n'existe pas dans le secteur bancaire ici, pour ne pas affecter donc une banque particulière. Si vous avez des banques indonésiennes dans notre pays, cette banque indonésienne, elle reçoit des dépôts des Congolais, mais s'il y a des hommes d'affaires indonésiennes au Congo et qu'il y a une demande de crédit venant d'un Congolais mais d'un Indonésien, vous savez à qui on va donner le crédit, toute chose récente égale par ailleurs, le crédit va aller à l'Indonésien. Donc on prend les dépôts des Congolais et on va enrichir les hommes d'affaires indonésiens pour faire des affaires indonésiennes donc en République démocratique du Congo. Les Congolais deviennent les dindons de la farce. Je voudrais qu'on change cela. Il faut qu'on ait des banques qui sont liées à nous pour tout ce que nous voulons faire et qui vont nous accompagner dans toutes les activités. Cherchons des voies et moyens de créer des banques congolaises ou d'amener les Congolais dans les capitaux des banques existantes. Mais ces banques-là sont tellement petites qu'elles ne font pas la différence.
on doit repenser la structure du capital des banques. Le Nigeria l'avait fait il y a quelques années. C'est pour ça que vous avez 4-5 banques nigérianes qui sont entrées en RDC. Le Nigeria avait augmenté le capital des banques à au moins 250 millions de dollars. Si vous n'avez pas ce capital-là, vous fermez vos portes. Et vous allez voir qu'elles ne vont pas fermer les portes. Elles vont trouver des voies et moyens pour arriver à satisfaire à cette exigence donc de capital minimum. Mais dans ce processus, qu'on puisse utiliser des gymnastiques pour que les Congolais puissent entrer dans les capitaux de ces banques-là. Et en ce moment-là, on aura un système bancaire équilibré où il y a des capitaux étrangers, mais il y a aussi donc des capitaux congolais, où il y a des Congolais aussi dans les conseils d'administration, dans l'équipe de gestion, dans les organes de prise de décision. C'est comme ça que notre pays pourra donc avancer. Mais vous dénoncez la faiblesse de cette économie et dans l'immédiat, on n'a pas résolu les choses essentielles et vous imaginez la participation ou des actions des Congolais dans les banques commerciales. Où trouver cet argent? Il y a des mécanismes. Je vais vous donner un exemple. Si aujourd'hui, on avait augmenté, il y a eu une banque tout récemment qu'on était en train de vendre. C'est la BCDC, qui a été vendue de façon qui n'est pas très transparente donc à Equity Bank du Kenya. J'avais, moi, souhaité que la BCDC, qui était la deuxième banque du pays, soit vendue aux Congolais. Comment est-ce qu'on pouvait y arriver? Soit on fait un appel aux Congolais de pouvoir investir, acheter le capital donc, de cette banque-là qui était vendue. Et si on n'a pas de Congolais qui ont des capitaux immédiatement pour le faire, on pouvait demander aux institutions de pouvoir acheter une portion de capital qu'ils vont garder de façon transitoire. Par exemple, la Caisse nationale de sécurité sociale, elle a beaucoup d'excédents de liquidités. Elle pouvait utiliser cet excédent de liquidité pour investir donc dans cette banque-là, garder peut-être 25%, 30% du capital ou même 50% du capital, en attendant des meilleurs jours où on aura une petite bourse des valeurs mobilières et on pourra vendre une portion du capital aux Congolais, à ce moment-là, soit aux institutions, soit à l'État, soit aux particuliers. Ça, c'est une institution. Le fameux FPI, le Fonds de promotion industrielle, a aussi beaucoup d'excédents de liquidité qu'ils peuvent utiliser pour acheter un pourcentage de capital donc dans une banque de ce genre-là, même de façon transitoire. Donc on peut faire la réflexion et trouver des voies et moyens pour ramener soit des institutions congolaises, soit des individus, soit l'État congolais dans le capital donc des banques. Mais il faut qu'on ait d'abord une stratégie. Et la vente donc de la BCDC à Equity Bank du Kenya, c'était une erreur. Et moi, je déplore qu'on ait fait cette transaction-là. Notre banque centrale aurait pu dire non, aurait pu dire on n'approuve pas l'entrée de cette banque-là à 100% dans le capital de cette banque. On pouvait leur réserver un pourcentage, peut-être 10, 15, 20%, 25%, mais garder un pourcentage pour les Congolais, ça aurait fait avancer donc le système bancaire congolais dans le sens que nous souhaitons pour notre pays. Jusque-là, quel type de relation la Banque centrale entretient de manière réelle avec les banques commerciales? La Banque centrale, conformément à l'article 176 de la Constitution, a le devoir a pour mission de superviser le secteur bancaire. C'est-à-dire que quand il y a des banques, la Banque centrale envoie des équipes des inspecteurs des banques pour inspecter la qualité du portefeuille, le fonctionnement des banques, la qualité du management, et ainsi de suite, et fait des recommandations. Les banques qui ne respectent pas la réglementation bancaire sont frappées de sanctions. Des sanctions qui peuvent aller jusqu'au remplacement de l'équipe de gestion donc, de cette banque. C'est ça la relation qu'il y a entre la banque en tant qu'autorité monétaire et les banques commerciales qui bénéficient donc de ce service-là. Maintenant, est-ce que la Banque centrale le fait correctement? Je dirais non. Pourquoi? Parce que j'ai vu tout récemment que la Banque centrale envoie des inspecteurs et ces inspecteurs sont pris en charge par la banque qu'ils sont supposés superviser. Mais imaginez un tout petit peu. Quand vous prenez en charge un inspecteur, est-ce qu'il peut écrire un rapport qui est contre votre volonté? Il y a un problème. Donc, on doit repenser le fonctionnement de notre Banque centrale pour que ce rôle-là de supervision bancaire soit fait réellement comme toute autre autorité monétaire donc, dans le monde. Et pour que la Banque centrale puisse, quand elle décide, qu'elle puisse utiliser donc cette décision-là pour arriver à faire changer ou faire fléchir la banque en question ou la corriger dans le domaine où elle est supposée avoir violé donc la réglementation. Mais faire prendre donc les employés des banques en charge par une banque commerciale, je pense que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Lorsque vous parlez de prise en charge, vous parlez de quoi? Prise en charge, je veux dire, donc, vous allez superviser. Par exemple, la Banque centrale envoie des inspecteurs pour aller superviser la Robank. Et les inspecteurs arrivent là-bas, on leur donne la nourriture, on leur donne donc des jetons de présence parce qu'ils passent 2 semaines là-bas, on leur donne c'est comme un salaire qu'on leur donne, une prime. Donc moi je considère que ça avoisine la corruption. Parce que c'est lui qui vous donne de l'argent, qui vous prend en charge, il vous dicte parfois ce que vous voulez. Et vous ne pouvez pas écrire un rapport contre lui.
Et je crois même, j'ai compris que certaines des institutions demandent qu'on leur montre le rapport avant de pouvoir libérer le paiement de cette prise en charge-là. En d'autres termes, faites un rapport gentil à notre égard et en ce moment-là, donc, on va vous payer. Et je crois que ce n'est pas ça qu'il faut pour une autorité monétaire. Mais c'est une prison à long terme. Prison à long terme, oui, c'est un conflit d'intérêts, je dirais ça. C'est un conflit d'intérêts parce que c'est lui qui donne, c'est celui qui dicte ce qu'il veut. Donc je souhaite que notre Banque centrale assume pleinement sa responsabilité de superviseur du système et en ayant une indépendance vis-à-vis non seulement de l'État, mais également vis-à-vis donc des banques commerciales. À ce moment-là, l'autorité monétaire pourra exercer son autorité en tant qu'autorité monétaire et utiliser son pouvoir de sanctionner les banques qui ne respectent pas la réglementation. Et en ce moment-là, je crois que ça pourrait amener de meilleurs résultats. Je voudrais, pour question d'illustration, mentionner une opération qui s'est passée tout récemment que tous les Congolais connaissent. Vous vous rappelez, dans le cadre du procès du programme de 100 jours, il y avait ce paiement de 57 millions de dollars qui était parti de la Banque centrale mais qui devait arriver à Ecobank, mais en transitant par une banque intermédiaire qui était la Robank. La Banque centrale fait le transfert, l'argent arrive à la Robank, n'est pas arrivé à Ecobank à destination, et l'argent a été subtilisé au niveau donc de la Robank. En principe, la Banque centrale, conformément à l'article 4 et 5 de la réglementation d'échange qui dit que les autorités de la Banque centrale doivent s'assurer du bon dénouement de la transaction, c'est-à-dire que l'argent est sorti de la Banque centrale, mais est arrivé à destination qui était donc à la Robank. La Banque centrale n'a pas fait ce travail-là. Si elle avait fait ce travail, elle aurait dû sanctionner sérieusement la Robank, qui a permis qu'on puisse retirer l'argent là-bas, alors que l'argent devait arriver donc à destination. C'est là le rôle d'une autorité monétaire qui sait ce qu'elle fait et qui a ce pouvoir donc de sanctionner. Si on en avait l'occasion, on pouvait sanctionner donc la Robank de façon tellement cruelle que si on leur donne je donne l'exemple, une amende, je ne connais pas donc les limites de ce que la banque peut sanctionner. Mais aux États-Unis, on peut sanctionner une banque comme ça en lui donnant une sanction de 250 millions de dollars. Elle ne sera pas en mesure donc de payer. Et si elle ne paye pas, on convertit une portion de son capital au profit de l'État congolais. L'État devient actionnaire. C'est aussi un mécanisme pour que les Congolais entrent dans les capitaux des banques étrangères qui ne se comportent pas conformément à la réglementation. Alors, votre commentaire par rapport au psy-crédit qu'on donne aux fonctionnaires ou même aux entrepreneurs congolais, et les crédits qui leur imposent toujours de donner des gages, et parfois pour des jeunes entrepreneurs, des jeunes étudiants qui viennent à peine de se lancer, qui n'ont que des projets, mais il faut nécessairement un gage. Où trouver le gage pour permettre aux jeunes gens de se lancer dans les affaires? Oui, c'est aussi une question donc de vision et de politique gouvernementale. Si notre gouvernement a pour vision de pouvoir promouvoir des jeunes, à créer des petites entreprises et à se développer, ainsi de suite, là, on doit trouver des mécanismes pour qu'une banque commerciale ne soit pas la seule qui prenne donc tous les risques sur elle. Après tout, la banque appartient à ses actionnaires et ses actionnaires ne veulent pas prendre des risques démesurés. Donc, d'une part, il faut que le gouvernement, si on a la possibilité qu'on mette en place des institutions qui sont publiques et qui peuvent accompagner le secteur privé de cette façon-là, mais sinon qu'on mette en place aussi des mécanismes de garantie bancaire, un fonds de garantie bancaire qui serait peut-être un fonds privé ou bien un fonds mixte qui pourrait garantir les risques donc aux banques commerciales quand ils font des crédits aux petites et moyennes entreprises. De cette façon-là, on aide les gens à faire des activités commerciales, à se développer en tant qu'homme d'affaires ou femme d'affaires. Mais de l'autre côté aussi, on ne met pas tout le risque sur la banque commerciale parce qu'il ne faut pas que la banque prenne trop de risques. Quand elle ne reçoit pas le remboursement de ses crédits, elle va perdre le capital et quand elle perd le capital, elle peut tomber en faillite. Donc, il faut qu'on puisse concilier les deux. La volonté d'aider le secteur privé, mais de l'autre côté aussi, protéger donc les banques pour qu'elles ne puissent pas prendre des risques donc exagérés. Je voudrais ici mentionner la nécessité maintenant de ce que j'ai appelé tout à l'heure la banque de développement. Quand je disais banque de développement qui va absorber le FPI et la SOFIDE, une grande banque de développement, elle pourrait avoir un guichet au sein de cette banque-là pour promouvoir le secteur privé, pour donner des garanties bancaires, pour encadrer des petites et moyennes entreprises à développer des capacités qu'ils n'ont pas. Ça, c'est le rôle donc des banques de développement. Ce n'est pas le rôle donc d'une banque commerciale. Donc, il faudrait que notre État pense à pouvoir mettre en place ces structures-là étatiques qui peuvent jouer ce rôle-là plutôt que de mettre toute la charge sur les banques commerciales parce qu'elles ne sont pas équipées ou outillées pour cela. La bancarisation qui a été saluée au début devient parfois pour les fonctionnaires
quelque chose d'embêtant parce que des petits crédits qu'on donne aux fonctionnaires, dès que le moment est dépassé, au lendemain de la paie, c'est tout le salaire qui est récupéré par les banques commerciales, pourtant qui payent, par lesquelles l'argent des fonctionnaires passe. C'est pour ça que je dis que nous devons avoir une véritable vision de développement. Pourquoi? Parce qu'une bancarisation dans un pays où toutes les banques sont des banques étrangères, et d'ailleurs la bancarisation a découragé les banques à faire des activités où elles peuvent gagner de l'argent pour s'enrichir sur les petits salaires des fonctionnaires. Ce n'est pas ça l'objectif donc d'avoir une banque commerciale. Moi, je pense que nous devons repenser toute la structure et le fonctionnement de notre système bancaire. Parce que ce que nous avons là, c'est de l'arnaque contre les fonctionnaires de l'État. Et je vis, moi, des gens, quand j'entends donc les frais qui sont prélevés par la banque, parce que le salaire est passé par là, je crois que ce n'est pas du tout donc humain. Il faut que notre État, notre gouvernement, repense le système bancaire pour faire mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Et justement, pour tous ces faits-là, la Banque centrale ferme les yeux. Malheureusement, c'est pour ça que j'appelle donc à une nouvelle vision pour la Banque centrale, une nouvelle vision stratégie pour la gestion du secteur financier, mais une nouvelle vision aussi donc de gestion de notre monnaie, parce que une nouvelle vision de gestion de notre économie. Si on ne lie pas ces quatre-là, Banque centrale, secteur financier, notre monnaie et notre économie, je pense que nous tournons donc en cercle. Il faut qu'on ait une véritable autorité monétaire et j'ai peur que la Banque centrale du Congo ait échoué dans ses missions essentielles, celle de concevoir, de mettre en œuvre une politique monétaire ayant pour objectif la stabilité des prix et ne réalise pas ça à la satisfaction du peuple congolais. Celle de bien superviser le système bancaire et ne fait pas ce travail-là, sinon donc la BIAC et la Robenc ne feraient pas ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. La mission de bien gérer les réserves publiques, les fonds publics, elle ne le fait pas très bien parce que si elle le faisait, on n'aurait pas connu le détournement de 57 millions de dollars de M. Jamal. Ça, c'est ça que nous connaissons. Mais il y a beaucoup d'autres transactions comme ça. Donc, elle ne le fait pas très bien, la gestion donc, des fonds publics. Le rôle maintenant donc de développement des marchés des capitaux, marchés financiers. Elle ne le fait pas très bien parce que si elle le faisait, on aurait déjà une bourse des valeurs mobilières qui fonctionne donc dans notre pays, comme ça se passe au Rwanda, au Kenya ou dans d'autres pays. Et enfin, le rôle du Conseil économique et financier du gouvernement a jugé la banque à travers son rôle dans l'affaire donc de Jamal et Kamere. Je peux dire qu'elle n'a pas fait son rôle de bon conseiller économique et financier du gouvernement. Si elle le faisait, on n'aurait jamais payé cette facture-là sans qu'il y ait sous-bassement approuvé par la Direction générale des marchés publics. Donc, je peux dire que notre Banque centrale a un long chemin à parcourir. Je voudrais qu'ils puissent donc repenser deux fois ce qu'ils font et se remettre à jour, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Puis-je considérer cela comme votre mot de la fin? Le mot de la fin, oui, effectivement, je souhaiterais que notre monnaie nationale, le franc congolais, retrouve la vitalité. Mais pour qu'elle le fasse, elle ne va pas le faire comme ça du jour au lendemain tout seul. Il faut que nous arrivions à doter notre pays d'une véritable vision pour restructurer l'institution qui gère la monnaie, c'est-à-dire la Banque centrale, pour qu'on puisse restructurer donc le système financier dans la globalité, pour que ce système financier, les banques commerciales, deviennent un bon répondant pour la Banque centrale. Maintenant, il faut maintenant qu'on puisse restructurer la monnaie nationale. Le franc congolais aujourd'hui est dépassé. Trop de billets pour un petit dollar, ça ne permet pas donc aux gens de faire des transactions correctement et d'avoir confiance dans notre monnaie. On doit repenser la restructuration de la monnaie nationale pour donner au peuple congolais une monnaie qui soit aussi bonne ou à peu près bonne comme le dollar et l'euro. Comme ça, nous allons nous débarrasser de tous les billets en circulation dans ce pays, des dollars, des monnaies étrangères, mettre fin à la dollarisation et revenir à l'usage de notre monnaie nationale comme étant la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national. Et enfin, on doit situer cela dans le programme global de restructuration de l'économie congolaise et pour que l'économie tourne comme il faut, créer des emplois pour le peuple congolais. Si nous le faisons, nous allons doter notre pays d'une monnaie qui soit stable, une monnaie qui soit crédible. Docteur Noël Tchanima Dialvita, merci pour votre contribution à la connaissance du système économique congolais, du système financier. Merci pour votre rapport. Certainement, nous allons revenir vers vous pour d'éventuelles questions au niveau des perspectives économiques. Nous sommes satisfaits de votre contribution à la connaissance. À vous, chers téléspectateurs, nous disons merci et au revoir.